Étrangement, la sonnette retentit à 7h43 du soir, un mardi. Adam Keller venait de terminer de corriger une série de dissertations de littérature de deuxième année, son stylo rouge rayonnant encore de chaleur dans sa main, alors qu'il traversait le vestibule de sa résidence de banlieue du Midwest. 20 ans passés dans l'enseignement avaient gravé un pli permanent entre ses sourcils. Sa femme, Monica, était dans la cuisine, coupant méthodiquement des légumes, la cadence rythmique du couteau contre la planche à découper servant de métronome. Adam ouvrit la porte et découvrit un jeune homme sur le porche. Il était grand, dégingandé, avec des cheveux foncés qui rappelaient ceux d'Adam, et des yeux qui évoquaient un vague sentiment de familiarité. Le garçon déplaçait son poids d'un pied sur l'autre. « Puis-je vous aider » demanda Adam. « Monsieur Keller » La voix du jeune homme se brisa sous l'effet de la nervosité. « Monsieur Adam Keller » ? C'est bien moi. Le garçon tendit la main. « Je m'appelle Eli Brenner. Je suis votre fils. » La poigne d'Adam se resserra sur la poignée de porte, son alliance émettant un léger cliquetis contre le laiton. 2 décennies passées à enseigner la physique au lycée l'avaient doté de la capacité de dissimuler sa surprise, de conserver un visage neutre lorsque les élèves exprimaient des concepts extravagants. Cette aptitude lui servait bien maintenant, car le sol semblait onduler sous ses pieds. Le monde bascula légèrement lorsqu'un souvenir fit surface. Jessica Brenner, en 2e année d'université. Une brève relation de 3 semaines qui s'était conclue avec l'arrivée de l'été. Ce n'est pas possible, déclara Adam, mais même lorsque les mots s'échappèrent de ses lèvres, le doute commença à s'insinuer. Ma mère est Jessica Brenner. Université du Michigan. Je suis né le 8 janvier 2008. Les yeux du garçon, qui ressemblaient étrangement à ceux de Jessica, le fixaient avec une fixité troublante. J'essaie de vous retrouver depuis des années. La main d'Adam se crispa sur le cadre de la porte. Je ne comprends pas, Jessica ne m'a jamais rien dit. Elle a essayé. Vous aviez déjà changé d'université. La voix d'Ellie se durcit avec une pointe de ressentiment. Elle m'a élevé seule. De derrière, la voix de Monica transperça l'atmosphère tendue. Adam, qui est à la porte ? Elle apparut à ses côtés, un torchon à la main, son regard passant de son mari à l'étranger. Voici Ellie, déclara Adam avec prudence. Il prétend être mon fils. Le torchon tomba sur le sol. Le visage de Monica subit une succession rapide d'émotions avant de se figer dans un état de froide fureur. Tu es quoi, même si c'est vrai, dit Adam rapidement. Mon acte de naissance indique père inconnu, dit Ellie, sortant un papier plié de sa poche. Mais j'ai ça. Maman l'a gardé toutes ces années. C'était une photographie. Adam, apparaissant plus jeune et plus mince, son bras autour d'une petite brune. Jessica, et les dates, correspondaient parfaitement. Comment oses-tu, siffla Monica, dirigeant son regard non pas vers Ellie mais vers Adam. 20 ans, Adam. 20 ans de mariage, et maintenant il y a un adulte sur notre seuil qui t'appelle papa. Je n'en savais rien, protesta Adam. Je te jure devant Dieu, Monica, ne mens pas. La voix de Monica monta d'un ton brusque. Pas avec la preuve qui se tient juste là. Ellie recula légèrement, les mains levées dans un geste d'apaisement. Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. Je voulais juste rencontrer mon père. Où est ta mère maintenant ? Demanda Adam, s'efforçant de stabiliser ses pensées qui s'emballaient. Elle est décédée. Cancer. L'année dernière. La voix d'Ellie vacilla. Son dernier souhait était que je te retrouve. Monica saisit le bras d'Adam, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Se tournant vers Ellie, elle lança « Tu dois partir ». Attends, Adam, dit Ellie. C'est un choc. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Tu restes dans le coin. Le garçon acquiesça. Holiday Inn Express sur Maple. Chambre 214. Je t'appellerai demain, promit Adam. Dès que la porte fut fermée, Monica explosa. Un fils. Un fils dont tu n'as jamais jugé bon de parler. Il a 18 ans. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Tu m'as trompé. Je te jure que non. Adam passa ses mains dans ses cheveux, frustré. C'est un choc pour moi aussi. N'ose pas comparer tes sentiments aux miens en ce moment, cracha Monica. Quels autres secrets caches-tu ? Combien d'autres enfants as-tu éparpillés ? Aucun. Ce n'est même pas.
Adam s'arrêta pour reprendre son souffle. Il faut faire un test ADN. C'est la première étape. La première étape, c'est que tu foutes le camp de ma maison. La voix de Monica baissa dangereusement. Fais tes valises ce soir. Tu ne peux pas être sérieuse. Regarde-moi. Elle prit son téléphone et commença à composer un numéro. Qui appelles-tu? Demanda Adam. Ma sœur. Ensuite, mon avocat. Ses yeux brillaient de rage. Je veux que tu partes dans 30 minutes. Adam resta silencieux pendant un long moment. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il attrapa la valise dans le placard du couloir, celle qu'ils utilisaient pour les excursions du week-end à la maison du lac de sa sœur. Elle avait soigneusement emballé ses affaires après leur anniversaire, l'automne dernier. Maintenant, le bruit des fermetures éclairs résonnait comme un point final. Je ne t'ai pas menti, dit-il doucement, debout sur le seuil de la chambre. Tu dois me croire. Elle se tenait au pied du lit, les bras croisés si fort qu'on aurait dit qu'elle se maintenait en un seul morceau par la force. Tu ne savais pas, répéta-t-elle, la voix plate et dénuée d'émotion. Mais maintenant, il est là. Il tenta de parler, mais elle se détourna, relevant son téléphone une fois de plus. L'implication était on ne peut plus claire. Elle ne voulait pas l'écouter. Pas maintenant. Peut-être jamais. Alors, il s'en alla. Il se gara en face du Holiday Inn Express, mais n'osa pas encore y entrer. Pas tout de suite. Au lieu de cela, il resta dans sa voiture, le chauffage allumé, les yeux fixés sur l'horloge du tableau de bord. 21h28. Le monde ne s'était pas effondré dans une explosion cataclysmique. Il s'était émietté de la manière la plus subtile, dans une incrédulité silencieuse, dans le silence qui suivait une porte claquée, dans la façon dont Monica n'avait pas crié justice, mais seulement à la fureur. Chambre 214. Le même numéro qu'Ellie avait mentionné. Adam s'enregistra sous son propre nom. La femme à la réception ne posa aucune question. Elle lui donna une carte clé et un coupon pour le buffet du petit déjeuner. Il croisa des familles et des voyageurs d'affaires, se sentant comme un fantôme habitant la peau d'hier. La chambre était beige et silencieuse. 2 grands lits, une lampe, une chaise, un homme qui se désintégrait au centre de tout cela. Il s'assit sur le bord du matelas. Une sitcom clignotait, ponctuée de rires enregistrés. Il la désactiva. Son téléphone vibra une fois. Un SMS de Monica. Ne reviens pas, s'il te plaît. Rien d'autre. Il le lut 3 fois. Puis il ouvrit le tiroir de la table de chevet et découvrit la Bible du motel, intacte, la reliure encore neuve. Il le referma, se laissa aller en arrière, et pour la première fois depuis qu'Ellie s'était tenue sur le porche, il laissa les questions remonter à la surface, brutes et douloureuses. Et s'il était vraiment le mien? Car sous la rage, sous la trahison de Monica et sa propre incrédulité, une vérité plus profonde commençait à murmurer. Il ne se sentait pas en colère. Il se sentait vide et effrayé. Fidèle à la parole de Monica, les papiers du divorce arrivèrent par coursier le lendemain matin à la chambre de motel d'Adam. Il était assis sur le bord du lit, fixant le document juridique qui décrivait la fin de ses 20 ans de mariage. La rapidité de la chose le frappa comme un coup physique. Monica était préparée. Trop préparée. Quelque chose n'allait pas. Le hall du motel exhalait une odeur de café rance et de lysol. Adam se tenait près du distributeur automatique, regardant à travers la vitre une rangée de snacks dont il n'avait aucune envie, lorsque la porte grinça derrière lui. « Vous êtes Keller ?» La voix était basse, rauque, avec une pointe de désintérêt rouillé. Adam se retourna. L'homme qui se tenait là portait une veste en cuir usé, des bottes qui avaient vécu et un visage qui ne clignait pas facilement des yeux. Une barbe de quelques jours poivre et sel encadrait une mâchoire carrée, et ses yeux, d'un gris acier, semblaient transpercer les gens. « Nash Vega ?» demanda Adam. « C'est moi. » Il fit un signe de tête vers la sortie. « Allons quelque part où nous pourrons parler. Je n'aime pas les halls de motel. » Ils conduisirent dans des voitures séparées jusqu'à un dîner au bord de l'autoroute, le genre avec des néons clignotants et des tasses ébréchées. Banquette d'angle, siège en vinyle. « Alors, laissez-moi bien comprendre, » dit Nash une fois que la serveuse eut versé leur café et se fut éloignée. « Un gamin se pointe à votre porte en disant qu'il est votre fils. 18 ans. Né d'une aventure d'un soir ou quelque chose comme ça. » Adam tressaillit. « Pas exactement. Une amourette à la fac.
3 semaines peut-être. Mais c'était avant mon mariage. Je n'ai pas eu de nouvelles de la mère depuis près de 2 décennies. Et ma femme m'a mis à la porte le soir même, 30 minutes après que la porte se soit refermée. Elle n'a même pas voulu parler. Elle a juste emballé mes affaires comme si elle attendait que ça arrive. Nash tourna une page de son carnet. Quel est le nom du gamin? Ellie. Ellie Brenner. Et la mère? Jessica Brenner. Très bien, marmonna-t-il. Je vais creuser les deux. Tout ce qui ne colle pas, je le trouverai. Adam hésita, puis leva les yeux. Je veux un test ADN. Je veux en être sûr. Nash hocha la tête une seule fois, en signe d'approbation. Bien. C'est la première étape. Tout le reste vient après. Plus tard dans l'après-midi, Holiday Inn Express, chambre 214. Ellie entr'ouvrit la porte, puis l'ouvrit plus grand lorsqu'il vit Adam. Il avait l'air plus jeune qu'avant, moins sûr de lui. Il y avait une hésitation dans sa façon de se tenir, comme s'il ne savait pas s'il devait sourire ou se préparer au choc. « Salut, dit-il. »« Ça te dérange si j'entre » demanda Adam. Ellie s'écarta. La chambre était petite, impersonnelle. Des emballages de fast-food jonchaient le bureau, une valise entr'ouverte était posée près du pied du lit. Adam ne s'assit pas. Il resta debout, observant la silhouette du garçon, les angles, les expressions. Il y avait quelque chose. Quelque chose dans la ligne de la mâchoire, peut-être, ou dans les yeux. Ellie se gratta la nuque. « Je ne savais pas si tu viendrais. »« Je n'étais pas sûr non plus, » admit Adam. « Mais me voilà. » Un silence emplit l'espace entre eux. Adam se déplaça, mal à l'aise. « Il faut que je te demande quelque chose, et je veux que tu comprennes. Ce n'est pas parce que je pense que tu mens. C'est parce que, si tu es mon fils, nous méritons la vérité. » Ellie se tendit. « D'accord. Je veux faire un test ADN, dit Adam doucement. Sans avocat. Sans personne d'autre. J'ai besoin de savoir. » Ellie baissa les yeux, puis regarda la table de chevet, avant de revenir à Adam. « Ce n'est pas vraiment pour ça que je suis venu. Je comprends. Mais je ne peux rien faire, parler, créer un lien, tant qu'on n'a pas fait ça. » Un silence passa. Les épaules d'Ellie s'affaissèrent. « Et si je ne veux pas? » Alors je m'en vais, dit Adam simplement. Parce que je ne te connais même pas et que c'est trop gros pour y croire sur parole. Ellie passa une main dans ses cheveux. Il avait soudain l'air d'un enfant, juste un enfant effrayé et fatigué qui essayait de s'accrocher à quelque chose de fragile. Très bien, marmonna-t-il. Allons-y, le laboratoire privé se trouvait dans un petit parc d'activités, coincé entre un cabinet dentaire et une clinique de gestion de la douleur. À l'intérieur, tout était stérile, blanc et bourdonnait doucement. Adam remplit les formulaires d'admission tandis qu'Ellie était assis, raide, sur une chaise, les mains dans la poche de son sweat à capuche, le genou agité. Une infirmière les fit entrer. Adam s'avança en premier, adressant un signe de tête à Ellie. Ensemble, ils s'engagèrent dans la pièce. La porte se referma derrière eux avec un léger cliquetis. Une semaine plus tard, le restaurant était toujours le même. Le café était toujours bon marché, les banquettes en vinyle toujours craquelées et le jukebox restait hors service depuis l'administration Bush. Cependant, Adam avait changé. Les 7 derniers jours s'étaient estompés en un brouillard. Le silence de la chambre de motel, son téléphone illuminé par des SMS non lus, un œuf froid persistant dans son estomac. Nash Vega était déjà là quand Adam entra, feuilletant le même petit carnet en cuir et sirotant le même café brûlé. « Salut » murmura Adam en s'asseyant dans la banquette. Nash ne perdit pas de temps. « Alors, j'ai creusé un peu sur ton gars. Ellie dit qu'il a obtenu son diplôme du lycée Westlake dans l'Ohio. L'école n'a aucune trace de lui. » Adam cligna des yeux. « Quoi? Aucune trace? Même pas dans les dossiers de transfert? Le nom existe sur un acte de naissance, à peine. Mais il n'y a aucune trace scolaire, aucun antécédent médical, aucune empreinte sociale avant qu'il n'ait 17 ans. Comme si quelqu'un l'avait construit de toutes pièces et l'avait lâché dans le monde il y a 2 ans. » Adam fixa la table. « Putain. Et il y a plus, » continua Nash. « Tu as dit que sa mère s'appelait Jessica Brenner, n'est-ce pas? » « Ouais. Elle est morte l'année dernière. D'un cancer, d'après lui.
C'est ce qu'il a dit. Nash inclina la tête. Elle est morte il y a 10 ans dans un accident de voiture. Adam se frotta le visage. Alors quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il ment? Ça veut dire que quelque chose cloche. Je continue de creuser. Le téléphone d'Adam vibra. Un nouvel email. Objet, résultat ADN. ClearPath. Son pouce accéléra. Il tapota pour l'ouvrir. Nash le remarqua. Adam hocha lentement la tête, puis ouvrit le message. Ses yeux parcoururent l'écran, se concentrant sur la ligne la plus importante. Probabilité de paternité, 99,998%. Adam se recula, stupéfait. C'est réel. C'est mon fils. Les yeux de Nash se plissèrent. T'es sûr? Je veux dire, oui, c'est ce qui est écrit. Adam lui tendit le téléphone. Nash le lut silencieusement. Je n'ai pas trompé, marmonna Adam. Pas Monica. Cette histoire avec Jessica. 3 semaines, en 2e année. J'ai rencontré Monica 8 mois plus tard. Je jure devant Dieu, Nash, je ne l'ai jamais trompée. Jamais. Nash fixa l'écran, puis Adam. Ta femme travaille toujours dans un laboratoire? Adam fronça les sourcils. Ouais, dans l'immobilier maintenant. Mais elle travaillait à ClearPath avant. Pourquoi? Nash se pencha légèrement. Et si les résultats étaient faux? Adam cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que si quelqu'un voulait faire croire que tu avais un enfant sorti de nulle part et qu'il avait les accès nécessaires, modifier un rapport ADN n'est pas impossible. Tu penses que Monica a truqué ça? Je pense qu'elle aurait pu. Surtout si elle voulait se débarrasser de toi. Adam déglutit difficilement. Je vais continuer à creuser, dit Nash en se levant. C'est quand l'audience? La semaine prochaine. J'aurai ce qu'il te faut d'ici là. Il jeta un billet de 20 sur la table et sortit, son manteau flottant derrière lui. Adam ne bougea pas. Il resta assis là, fixant l'écran. Toute sa vie était en train d'être réécrite, et quelqu'un d'autre tenait la plume. Le rapport suivant de Nash comprenait des photographies. Monica, vêtue de vêtements qu'Adam n'avait jamais vus, glissant dans une Cadillac Escalade noire sur le parking d'un hôtel de luxe. Le chauffeur, un homme aux cheveux argentés d'une 50aine d'années, bien bâti, portant un costume qui coûte plus cher que le salaire mensuel d'Adam. Craig Lorne, expliqua Nash. Vice-président principal chez ClearPath Biotech. Récemment divorcé, sans enfant. Fréquente ta femme depuis environ 8 mois d'après les registres de l'hôtel. Adam fixa la photo, les jointures blanches autour du bord de son bureau. Le laboratoire ADN. Exactement. Et il y a plus. Nash fit glisser une autre photo sur la table. Monica entrant dans le bâtiment ClearPath par une entrée réservée au personnel. Pas celle du public. Elle ne devrait plus y avoir accès, à moins que quelqu'un ne le lui donne. Le contact de Nash chez ClearPath, une technicienne de laboratoire nommée Zara qui en voulait à la direction, confirmait les soupçons grandissants d'Adam. 3 jours plus tard, le test ADN original ne montrait aucune relation génétique entre Adam et Ellie. Les résultats ont été falsifiés. Il ne s'attendait pas à ce que je fasse une vérification indépendante, expliqua Zara à voix basse lors de sa rencontre avec Adam dans le parking de son immeuble. L'échantillon que nous avons traité ne correspond pas à ce qui figure dans le rapport final. Pouvez-vous le prouver? Elle lui tendit une clé USB. Les données originales sont ici, mais soyez prudent. Craig Lorne a des relations partout, et votre femme sait comment manipuler les gens. Adam la remercia en lui donnant une autre enveloppe remplie d'argent. Si cette affaire prend la tournure que je crois, seriez-vous prête à témoigner? Zara hésita, puis acquiesça. Ils font des économies de bout de chandelle depuis des années. Il faut que quelqu'un se lève. Les pièces du puzzle commençant à s'assembler, Adam avait besoin d'une dernière confirmation. Il réserva une chambre à l'Holiday Inn Express sur Maple, puis attendit dans le hall jusqu'à ce qu'il aperçoive Ellie entrer. Le suivant à distance, il vit le jeune homme frapper à la porte de la chambre 223, et non 214 comme il l'avait affirmé. La porte s'ouvrit. Monica sortit, regarda dans les deux sens, puis tira Ellie à l'intérieur. Adam sentit un étrange calme l'envahir. La trahison était si totale, si élaborée, qu'elle transcendait la colère.
Il ne s'agissait pas d'une simple aventure impulsive. C'était une destruction calculée, et si Monica voulait la guerre, il lui en donnerait une. Le cabinet d'avocats de Mira Tran occupait le dernier étage d'une usine rénovée du centre-ville. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, mais les yeux d'Adam étaient fixés sur la petite avocate dont la réputation d'impitoyable lui avait valu le surnom de chirurgienne parmi ses pairs. Ils ont joué avec le feu, déclara Mira en examinant les preuves qu'Adam et Nash avaient rassemblées. Falsifier des résultats ADN, endoctriner un faux fil. Ce n'est pas seulement un motif de rejet de sa demande de divorce. C'est une fraude criminelle. Je veux plus qu'un simple rejet, dit Adam à voix basse. Je veux des conséquences. Le sourire de Mira était fin et dangereux. Alors nous devons les laisser croire qu'ils sont en train de gagner. Comment est votre jeu d'acteur, monsieur Keller? Le plan était d'une simplicité élégante. Adam apparaîtrait brisé, vaincu, un homme qui se résignait à un mariage raté et à ses propres faiblesses morales. Il ne ferait aucune contre-accusation, ne contesterait rien dans les premières plaintes de Monica. Pendant ce temps, Nash élargissait son opération de surveillance. La voiture de Monica fut discrètement équipée d'un dispositif d'enregistrement vocal activé par la voix. Ses emails étaient surveillés grâce à une porte dérobée légale que Mira avait obtenue par ordonnance du tribunal sur la base des preuves préliminaires de fraude. Chaque rencontre entre Monica, Craig et Ellie était photographiée, horodatée et enregistrée. Adam reprit son travail d'enseignant, les épaules affaissées, les yeux baissés. Ses collègues chuchotaient à son passage dans les couloirs. Les rumeurs s'étaient répandues, fils abandonné, vie secrète, mariage brisé. Il les laissa tout croire. Lorsque Monica l'appela pour organiser une rencontre afin de discuter des conditions, Adam la retrouva dans leur restaurant préféré, une manœuvre calculée de sa part pour lui rappeler des temps plus heureux. Elle était impeccable comme toujours, sa coiffure parfaite, ses ongles fraîchement manucurés. Portant la robe bleue qu'il avait toujours aimée, Adam se demanda comment il n'avait jamais remarqué la froideur derrière son sourire. « Tu as l'air terrible, observa-t-elle en sirotant son vin blanc. « Je ne dors pas bien, admit-il, ce qui était vrai. Ça n'a pas besoin d'être plus laid que ça ne l'est déjà, Adam. » Sa voix s'adoucit, prenant le ton qu'elle utilisait toujours pour essayer de le manipuler. « Accepte simplement mes conditions, et nous pourrons tous les deux tourner la page avec dignité. » Les conditions étaient brutales, la maison, 70% de sa pension, une pension alimentaire permanente qui engloutirait la moitié de son salaire d'enseignant. Elle le laisserait financièrement handicapé pendant des décennies. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il, laissant sa voix se briser. 20 ans, Monica. Tout était un mensonge? Elle tendit la main à travers la table et lui tapota la main. « J'ai dépassé ce que tu peux m'offrir. » Alors qu'elle parlait, Adam remarqua Craig Lorne qui les observait depuis le bar, feignant de lire quelque chose sur son téléphone, le metteur en scène de cette pièce élaborée surveillant son actrice. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Adam, jouant parfaitement son rôle. Monica sourit, la victoire dans ses yeux. « Ne prends pas trop de temps. Ma patience n'est pas infinie. » Cette nuit-là, le dispositif d'enregistrement de la voiture de Monica captura la conversation qui deviendrait la pièce maîtresse de la contre-attaque d'Adam. Il est en train de s'effondrer. La voix de Monica, légèrement déformée mais reconnaissable entre toutes. A-t-il accepté les conditions? Craig, suffisant et confiant, pas encore. Mais il le fera. Il a ce regard vaincu, comme un chien qu'on a trop frappé. Le rire de Craig, bas et satisfait. Et le garçon? Est-il toujours en place? Si nécessaire. Ellie va bien. Nerveux. Mais il tiendra le coup pour les 5000 que nous lui avons payés. Ça aide un acteur amateur à obtenir des résultats professionnels. Craig, encore, si ce test n'avait pas été falsifié, rien de tout cela n'aurait fonctionné. Il est si facile à manipuler. 20 ans de pratique, répondit Monica, et ils rirent tous les deux. Lorsque Nash passa l'enregistrement à Adam le lendemain matin, quelque chose de fondamental se modifia en lui, la dernière braise du doute s'éteignit, le dernier fil le reliant à la femme qu'il avait aimée fut coupé net. Nous les tenons, dit Nash. Adam acquiesça lentement. Oui. Maintenant, nous les détruisons. La juge Marion de la Cour n'était pas une femme qui tolérait les effets de manche dans son tribunal. À 63 ans, dont 3 décennies passées sur le banc, elle avait vu toutes les ruses, toutes les machinations, toutes les mises en scène que les plaideurs pouvaient concocter.
Elle considérait Monica Keller avec la même expression impassible qu'elle avait arborée devant des milliers d'autres avant elle. « Madame Keller, veuillez énoncer à la cour les motifs de votre demande de divorce. » Monica, élégante dans un tailleur marine classique, tamponna le coin de son œil avec un mouchoir qui restait visiblement sec. « Des différends irréconciliables, votre honneur. Et plus précisément, la tromperie de mon mari concernant son fils né d'une relation secrète, un fils dont il ne m'a jamais parlé pendant nos 20 années de mariage. » Son avocat, Barrett Phillips, aux cheveux argentés et à la langue d'argent, la guida à travers une prestation digne d'une nomination aux Oscars. Le choc de la découverte, la trahison de la confiance, le schéma de petits mensonges qui, rétrospectivement, désignait un homme au caractère douteux. Ellie prit ensuite la barre, son témoignage bien répété, mais livré avec juste assez d'énergie nerveuse pour paraître authentique. Il parla d'avoir grandi sans père, de la lutte de sa mère pour trouver le nom d'Adam sur son acte de naissance et du début de ses recherches. Tout au long de la procédure, Adam resta assis tranquillement à côté de Mira Tran, prenant des notes occasionnelles, son expression ne révélant rien. Lorsque Phillips acheva la présentation de la cause de Monica, la juge de la cour se tourna vers Mira. « Maître, votre réponse ?» Mira se leva lentement, redressant son blazer cramoisi. Du haut de son mètre 58, elle était la personne la plus petite dans la salle d'audience, mais quand elle parla, sa voix imposa l'attention. « Votre honneur, le défendeur souhaite déposer une demande reconventionnelle pour dol, association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. » Phillips ricana audiblement. Le sourire de Monica vacilla. La juge de la cour haussa un sourcil. « Ce sont des allégations graves, maître. Veuillez poursuivre. » Ce qui suivit fut un démantèlement méthodique de la cause de Monica, si précis qu'il semblait chirurgical. Mira présenta les résultats originaux non modifiés de l'analyse ADN, authentifiés à la fois par le processus de vérification interne du laboratoire et par une analyse indépendante. Comme vous pouvez le constater, votre honneur, il n'existe aucun lien génétique entre mon client et le jeune homme qui prétend être son fils. Monica murmura frénétiquement à Phillips, qui se leva pour s'opposer. Votre honneur, ces documents pourraient facilement être falsifiés par le défendeur. J'avais anticipé cette objection, répondit Mira avec assurance. C'est pourquoi notre prochain témoin est Zara Patel, technicienne de laboratoire principale chez ClearPath Biotech. Le témoignage de Zara fut accablant. Elle expliqua en détail comment les échantillons originaux avaient été traités correctement, mais que le rapport final avait été modifié par un accès non autorisé au système de rapport du laboratoire. Elle présenta les journaux de serveurs montrant exactement quand et à partir de quel terminal les modifications avaient été apportées. « Et pouvez-vous nous dire qui avait accès à ce terminal particulier à cette date ?» demanda Mira. Craig Lorne, vice-président principal des opérations. Le visage de Monica se vida de sa couleur. Ensuite vint Nash Vega, dont le témoignage en tant qu'enquêteur agréé portait le poids de l'expérience professionnelle. Il présenta des photos de surveillance, des relevés d'hôtel et, plus accablant encore, la preuve qu'Ellie Brenner était en réalité Eli Markovitz, un étudiant en art dramatique à l'université d'État sans aucun lien avec Adam ou la femme dont il serait né. Notre M. Markovitz a été recruté par le biais d'un forum d'acteurs en ligne, expliqua Nash, montrant des captures d'écran de l'annonce originale. Payé $5 000 pour jouer le rôle du fils abandonné. À chaque révélation, le sang-froid de Monica se fissurait davantage. Au moment où Mira passa l'enregistrement de la voiture, elle tremblait visiblement. Si ce test n'avait pas été falsifié, rien de tout cela n'aurait fonctionné. Il est si facile à manipuler. La voix de Monica, claire et reconnaissable, résonna dans la salle d'audience. L'expression de la juge de la cour se durcit. Et enfin, votre honneur, dit Mira, je voudrais présenter la pièce à conviction J. Des SMS échangés entre Madame Keller et Monsieur Lorne, récupérés en vertu d'un mandat légal fondé sur la cause probable d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie. Les messages apparurent sur l'écran d'affichage de la salle d'audience. Monica, tout est prêt. Adam ne se doute de rien. Craig. Et s'il exige une vérification? Monica, il ne le saura jamais. Et même s'il le découvre, personne ne croira cet homme. Lors de l'audience de divorce, Phillips tenta de s'opposer, mais le mal était fait. Le coup de marteau de la juge de la cour retentit avec une finalité implacable. Ça suffit, dit-elle, la voix glaciale d'une colère à peine contenue.
Cette cour va observer une suspension d'audience de 30 minutes. À notre retour, j'attends de M. Markovitz, de Mme Keller et de toutes les parties concernées qu'ils soient prêts à répondre de ce qui semble être une conspiration criminelle visant à frauder à la fois cette cour et M. Keller. Tandis qu'il sortait pour la pause, Adam passa assez près de Monica pour sentir son parfum familier. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Il avait imaginé cet instant pendant des semaines, la satisfaction qu'il éprouverait en voyant sa façade s'effondrer. Au lieu de cela, il ne ressentit rien du tout. C'était une étrangère qui portait le visage de sa femme. La pluie tombait à torrents tandis qu'Adam se tenait sous le portique du tribunal, regardant l'eau cascader des colonnes classiques comme des larmes d'yeux de pierre. Derrière lui, les portes s'ouvrirent et Mira émergea, un parapluie déjà déployé. « C'est fini, dit-elle simplement. » Le juge de la cour avait non seulement rejeté toutes les plaintes de Monica, mais avait également renvoyé l'affaire au bureau du procureur de district pour enquête criminelle. Craig Lorne était déjà en cours de traitement pour falsification de preuves et accusation de complot. Monica était confrontée à une inculpation potentielle pour fraude et parjure. Eli Markovitz, désormais complètement abandonné par ses co-conspirateurs, s'était effondré à la barre, confessant son rôle tout templé dans l'ignorance du stratagème plus large. Sa bourse d'études en art dramatique avait déjà été révoquée par l'université. Que advient-il du garçon ? Demanda Adam. Probablement une mise à l'épreuve. Il n'était qu'un pion. Mira étudia le visage d'Adam. Tu ne sembles pas aussi satisfait que je l'aurais pensé. 20 ans, c'est long pour découvrir qu'on n'a jamais vraiment connu quelqu'un. 2 semaines plus tard, Adam était assis dans son bureau restauré, entouré de livres familiers et des prix d'enseignement encadrés qui retraçaient sa carrière. La maison que Monica avait tenté de lui prendre lui semblait maintenant à la fois étrangère et réconfortante, comme revisiter une maison d'enfance, reconnaissable mais en quelque sorte plus petite qu'il ne s'en souvenait. Son téléphone vibra avec un texto de Nash. « Consulte tes emails. Tu vas vouloir voir ça. » La vidéo montrait Craig Lorne escorté hors du bâtiment Clearpath. Badge de sécurité confisqué, effet personnel dans une boîte en carton. Son escalade avait déjà été reprise, dans le cadre de la prise de distance rapide de l'entreprise par rapport au scandale. Monica n'avait pas fait mieux. Les informations locales avaient diffusé l'histoire pendant des jours. Professeur respecté piégé par une épouse avide et un dirigeant d'entreprise. Les réseaux sociaux avaient fait le reste. Les clients de décoration d'intérieur de Monica avaient annulé des contrats. Son adhésion au country club avait été discrètement révoquée. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. La sonnette retentit, un écho de là où tout avait commencé. Adam ouvrit la porte et trouva Monica debout, les cheveux non coiffés, le visage sans maquillage, vêtue d'un jean et d'un simple pull qu'il n'avait jamais vu auparavant. 5 minutes, dit-elle. S'il te plaît. Contre son meilleur jugement, il la laissa entrer. Elle se tenait maladroitement dans le hall d'entrée, regardant les environs familiers comme si elle les voyait pour la première fois. J'ai perdu mon appartement. La femme de Craig a obtenu une ordonnance restrictive contre moi. Son entreprise nous poursuit tous les deux. Rien de tout ça ne me concerne, dit Adam d'une voix égale. Je sais. Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis de ce qui aurait pu être de véritables larmes. Je voulais juste dire que je suis désolé. Nous avons eu 20 bonnes années avant que je ne ruine tout. Vraiment ? Je n'en suis plus sûr. Oui, insista TL. Je voulais juste plus, j'avais besoin de plus. Et au lieu de cela, tu n'as rien. Elle tressaillit comme s'il l'avait frappée. Adam, s'il te plaît. On pourrait recommencer. J'ai retenu la leçon. Je t'aime encore, arrête. Sa voix était calme mais portait le poids d'une finalité absolue. Tu n'as pas seulement essayé de voler ma vie. Tu as essayé d'effacer mon caractère. Maintenant, vis avec le tien. Adam. Au revoir, Monica. Il ouvrit la porte. Pendant un instant, elle resta figée, cherchant sur son visage le moindre signe de l'homme qu'il avait aimé inconditionnellement pendant 2 décennies. N'en trouvant aucun, elle le dépassa et sortit sous la pluie, les épaules voûtées contre l'eau et la défaite. Adam ferma la porte et retourna à son bureau. Sur son bureau se trouvait le décret de divorce. Finalisé, signé, officiel. À côté se trouvait une lettre de l'Académie Westridge lui offrant le poste de chef de département qu'il avait refusé il y a 3 ans à l'insistance de Monica. Dehors,
Des flashs de caméra illuminaient le jour qui s'assombrissait tandis que Monica trébuchait sur le trottoir mouillé, les paparazzi capturant sa chute, littérale et métaphorique. Le cycle d'information de demain. Elle leur cria de la laisser tranquille, le mascara coulant sur ses joues, l'image parfaite de la justice rendue. Adam ne regarda pas. Il était trop occupé à réserver un vol pour Barcelone, le voyage qu'il avait toujours voulu faire. Maintenant enfin possible. Le passé était réglé. L'avenir, pour la première fois depuis des mois, était entièrement sien.